Mais rue des Écoles? Oui. Oui, c'est la rue des Écoles, oui. Vous étiez rue des Écoles? J'ai été rue des Écoles, ouais. J'ai signé mon contrat rue des Écoles. Pour ce livre, dont l'Harmattan m'a proposé un contrat 8 jours seulement après avoir envoyé le manuscrit. Parce que c'est un livre qui détonne de l'ordinaire. Je raconte simplement la vie de tous les jours d'un flic de base, qui plus est militant syndical de la CGT, et également membre du Parti communiste, et toutes les vacheries, tout ce qu'on a pu me faire endurer, simplement pour mes idées. Alors il est évident qu'à partir du moment où on développe des idées racistes ou fascistes dans la police, moi je réagissais, et par provocation, ou en réaction à leur provocation, j'arrivais avec l'humain sous le bras au commissariat, ce qui n'arrangeait pas ma carrière, et qui n'a pas arrangé du tout. D'ailleurs j'ai pris 4 mois de prison avec sursis, simplement pour avoir dit à un officier que le racisme n'était pas inscrit dans la Constitution. Voilà. Et si je n'ai pas été révoqué à la suite de ça, c'est parce que c'était Joxe, le ministre de l'Intérieur, ce qui n'a pas empêché Pasqua de revenir aux affaires, quand il est revenu aux affaires 2 ans après, de reprendre des anciens textes du temps de Pétain, pour pouvoir revenir sur une décision déjà prise par un prédécesseur. Mais ils n'ont pas réussi à me foutre dehors, et je m'enorgueillis de ne jamais avoir été sanctionné pour des faits en contact avec des gens sur la voie publique. Pas plus que, par contre, syndicalement et politiquement, alors là j'ai été cassé complètement. Ma carrière, voilà, c'est quand on a fait 30 ans dans la police sans tenue, on ne peut pas avoir moins de galons que ça. Ça, ce sont les miens. Voilà. Vous avez eu 3 galons? Oui, parce que je ne pouvais pas en avoir moins. C'est le minimum. C'est le déroulement de carrière de celui qui reste en bas de l'échelle. Ça a été moi. Mais j'ai pu tenir pendant 30 ans. D'ailleurs, au bout de 30 ans, il y a un journaliste qui est venu me voir et il m'a dit « Qu'est-ce que vous retirez de 30 ans passé dans la police au contact des gens ?» Fils d'ouvrier, j'étais. Fils d'ouvrier, je suis rentré dans la police. Et fils d'ouvrier, j'en suis ressorti. Je ne suis pas passé dans la machine à broyer les consciences. Voilà, et c'est ça. Pareil, j'ai vécu la mort de Mesrine en direct. Le hasard a voulu que je sois là. Et je raconte, moi, ce que j'ai vu quand je suis arrivé porte de Clignancourt. Ils l'ont massacré, hein. Ils l'ont massacré, oui. Et quand Broussard qui était là, il n'a pas la même version, la même vision des choses que moi. C'est une certitude. Et je le dis, je l'ai écrit, c'est comme ça. Et moi qui ai été assez favorable à la peine de mort pour certains crimes odieux, après avoir vécu la mort de Mesrine en direct, je suis passé vraiment dans les opposants systématiques à la peine de mort. Oui. Parce que c'était quelque chose de déplorable. J'ai vu des... Vraiment, c'était un trophée qu'on montrait. Moi, je l'ai vu, ils l'ont ramené au commissariat après la mort. Il était sur un brancard, même pas recouvert. Donc là, on a pu le voir, le détailler. Les balles explosives qu'il a pris dans la poitrine. C'est vraiment... C'était des explosés comme la... Ah oui, il avait à travers son gilet la chair qui ressortait et tout. C'est un trophée qui était par terre, pas sur un brancard, même le sol. C'est aucun respect de la nature humaine. Voilà, le trophée qu'on a battu, qu'on a mis là, voilà, c'est la victoire. La victoire. Mais parallèlement, on oubliait que Boulin s'était suicidé dans 36 mm d'eau 2 jours plus tôt. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Et Boulin, il y a eu Boulin, mais il n'y a pas eu que lui. Il y a eu Debreuil, il y a eu Fontanet, il y a eu Bignon, il y a eu Journiac, les avions renifleurs, comment dirais-je, les diamants de Bocassa, et on en passe, c'est des meilleurs. Exactement. Ah ouais. Ça a été tout ça. Alors dans ce livre, vous racontez tout ça? Je raconte tout ça. Et l'administration policière n'a absolument pas réagi depuis la sortie du livre. Pourquoi? Parce que j'ai la preuve de tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit ou réécrit, parce que je leur ai fait des textes à l'époque d'une brutalité. Quand je les relisais, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas réagi? Et j'ai repris ça, et les analyses politiques ou syndicales que je fais d'une situation, pendant 28 ans, je leur ai mis sous le nez. Maintenant, je les écris, c'est tout. Mais d'un autre côté, on m'a dit, un officier, qui lui veut garder l'anonymat, m'a dit j'ai acheté le livre, je l'ai lu, mais ce n'est ni un règlement de compte, ni un pamphlet. C'est-à-dire que je laisse penser plein de choses. Par exemple, que l'appartement de Mesrine a été cambriolé la nuit qui a suivi sa mort. Et ça n'a pas été dit.
Mais alors on se pose la question, comment un mec comme Broussard, qui était quand même le fleuron de la police française, a pu penser un seul instant que de mettre 2 cachets de cire avec une ficelle à travers allait suffire à éviter un cambriolage. À moins que les cambrioleurs ne soient pas... voilà. Quand on pose la question, c'est comme ça. On trouve la réponse. Quoi. Voilà. Parce que voilà, c'est tout ça quoi, que je raconte là-dedans. Je raconte aussi comment j'ai créé une section syndicale CGT au 18e arrondissement où j'avais 123 adhérents. J'ai créé un syndicat chez les Pervenches aussi et je les ai mis en grève pour la première fois où il y avait quand même 500 manifestantes dans la rue sur 1224 employés. C'était quelle année? Ah, l'année, j'ai oublié, j'ai vieilli depuis, mais c'est dans le bouquin, les dates sont toutes dedans. Quoi. Ah ouais, je raconte tout ça. Alors, je comprends comment j'ai pu les déranger. Mais quand ils me disaient, c'est nous les défenseurs de la République, alors je leur disais, moi en réponse, je leur dis, écoutez les gars, c'est certainement pas grâce à vos ancêtres que la République est en vigueur dans notre pays maintenant. Mais ça serait plutôt grâce aux miens. C'est la Commune de Paris, c'est pas vous, c'est nous. Et pourtant, maintenant, vous prétendez avoir les seuls à avoir la fibre républicaine. Vous aviez des ancêtres qui étaient dans la commune de Paris? Ah, peut-être que j'ai eu des ancêtres, oui, sûrement. Mais moi, non. À la commune de Paris, non. C'est sûr. Mais c'est vrai, c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Et c'est tout ça que je raconte là-dedans. Alors au départ, le bouquin il faisait 800 pages. Alors, la personne avec qui j'ai écrit m'a dit non, 800 pages c'est trop épais. Alors après, il a fallu découper là-dedans. Et comment vous trouviez le 5e arrondissement? Le 18e arrondissement? Le 18e, oui. Ouais. Comment je trouvais? C'était très bien. D'ailleurs, c'était une grande découverte, c'était le quartier de la Goutte d'Or. Bon, j'habitais Aubervilliers, bon, il y avait des émigrés, etc. Mais une concentration comme à la Goutte d'Or, il n'y avait pas. Et moi, ça m'a posé aucun problème, mais pour certains, ça posait beaucoup de problèmes. Parce qu'ils pensaient que, comme il y avait beaucoup d'Arabes, il y avait beaucoup de Noirs, c'était l'envahissement. Alors, la question, je leur posais une question simple. J'y répondais à 3 questions. Pourquoi ils sont là? Qui les a fait venir? Et ça profite à qui? Quand vous aurez répondu à ces 3 questions, vous aurez tout compris pourquoi ces pauvres gars sont là et viennent le dimanche, le week-end, satisfaire les besoins naturels parce que c'est comme ça. Et puis j'ai posez-vous une autre question. On va dans le petit poste Vigy-Fleury là. La première porte à gauche, c'est un bordel. La première porte à droite, c'est un bordel. La pièce au-dessus, c'est une chambre de passe. Vous êtes posé la question à qui l'administration policière louait cet infâme local où quand c'était bouché, on avait tout le machin qui dégoulinait dans le poste de police. Mais oui, non, mais c'était ça la réalité. C'était ça la réalité du terrain. Et alors là, les mecs étaient bien embêtés. Parce que je dis, on va pas me dire que c'est pas un proxénète hôtelier qui loue à la préfecture de police un local infâme comme celui-là. Hein? Et voilà. Et les gars, ça leur faisait... Parce que dans la police, il n'y a pas que des mecs de droite qui rentrent. Moi, j'ai vu un mec rentrer qui avait fait l'école moyenne de la police, mais seulement... Et l'école moyenne, c'est quand même quelque chose d'important, quand même. Et ben, j'ai vu ce mec-là, moi, faire boire un noir dans la gamelle du chien. J'ai dit, c'est quand même pas possible qu'on ait pu retourner un mec qui a fait l'école moyenne de la CGT à se comporter comme ça. C'était révoltant. C'était révoltant, mais c'est la réalité. Mais nous on connaissait, on était en Vendée avant d'être en Corse, là on habite en Corse. Ouais. Et on connaissait justement un camarade du Parti communiste qui était dans la police et puis qui s'occupait, comment? Îlotier. Îlotier, ouais. Il s'occupait donc des jeunes dans des quartiers un petit peu difficiles et il leur faisait faire du sport. Et à une époque, je me rappelle plus. Ah ben, mais bien avant même, bien avant. Et là, ça a été supprimé même à l'époque de Chirac, 88. Ah oui, tout à fait. Ouais. L'îlotage, j'ai jamais voulu participer aux îlotages parce que je voulais pas un service spécifique, je voulais un service général de police en tenue. Les îlotiers, c'était un travail hyper intéressant. Ou même quand ils ont mis en place police pour prévention et tout ça, c'est évident que c'était ça qu'il faut faire. Dans les quartiers difficiles, si on ne veut pas en faire des zones de non-droit, il ne faut déjà pas tolérer ou laisser faire
disons, tout le marché parallèle qu'il y a dans les cités. Une fois que, comment dirais-je, voilà, une fois qu'ils ont pris le pouvoir de gestion, ça va être trop tard après pour revenir. Et le respect de la police ou simplement des autres citoyens de la cité passe par là. Et on a laissé faire parce que pendant qu'ils faisaient ça, ils avaient la paix sociale. Ça leur évitait de penser au chômage, ça leur évitait de penser aux fins de mois difficiles, ça leur évitait de penser tout court, du moment qu'ils avaient de quoi manger, de vivre ou de se payer ce qu'ils voyaient à la télévision et donc ils n'avaient pas d'argent pour s'acheter, etc. C'est tout ça. Mais une fois je discutais avec, j'ai eu l'occasion d'organiser une réunion avec Marie-Georges Buffet, et elle nous racontait qu'elle avait fait sa campagne de députation donc, dans les quartiers des Hauts-de-Seine. Difficile quoi. Et elle disait il y a des endroits où il y a des choses qui sont irrécupérables. Tellement c'est engagé, la délinquance tellement est engagée, il y a tout un système qui s'est mis en place. Il y a une génération qui est récupérable dans ce système-là. On ne sait pas vraiment quoi faire pour pouvoir... comment faire franchement, c'est quasiment impossible. On a laissé trop pourrir la situation pendant de trop nombreuses années. Mais ça n'empêche pas que bon, maintenant il y a des choses à faire. Maintenant, c'est ce qu'il faut rattraper tout ça. Ça a mis des années à laisser pourrir la situation. Ça reprendra des années avant de reprendre le contrôle. Et puis alors, il faut changer le système. Il ne faut pas transformer les bars d'HLM en ghetto. Si on met tous les gens à problème dans le même immeuble social, on est sûr qu'on n'aura pas des bons points. Voilà. Tenez madame, vous pouvez lire, ça va vous surprendre. On en prend un? Ouais. Allez, une dédicacée. Ah bah certainement. Avec plaisir. Avec plaisir. Comme on part en voyage, ça va être très bien. On va pouvoir lire. Ah ben voilà. Alors on commence par madame pour... Moi c'est Jacqueline. Vous êtes corse Non, pas d'origine, je suis angevine d'origine. Angevine, Mais on habite en Corse depuis 15 ans quoi. Ah d'accord, ok. Mon mari s'est retrouvé secrétaire départemental pendant 7 ans. En Corse? Oui, en Corse, En Corse? Ouais, j'étais secrétaire départemental, puis membre du CN. Ah, Yves, c'est un prénom breton, ça. Ouais, mais je suis né à Casablanca. Ouais, mais les marins, ils sont partout. Hein. Non, mais de parents pieds noirs. Cinéaste. C'est mon cousin. Il a une nationalité algérienne et française. Je suis pied noir d'origine depuis 1851. Son père a été emprisonné avec arrière-grand-père qui est né là-bas. On est en breton. Non, pas du tout. D'origine espagnole, italienne, enfin mélange méditerranéen. Et son cousin, il est dans tes âges, hein, il a 60 ans à peu près. Et il est cinéaste, mais réfugié parce que par le fils. Ouais. Il a été condamné à mort, donc il s'est réfugié en France. Mais il rêve que de retourner en Algérie, bien sûr. Jean-Pierre Liédo. Comment il s'appelle? Jean-Pierre Liédo. Il est à Montreuil, il habite à Montreuil. Le thème pourrait l'intéresser. Sûrement, ouais. D'habitude, on retrouvait tout le temps. Il y a encore 2 jours. Oui. On a un président communiste en Corse. En Corse? Ouais. En Seine-Saint-Denis. Ah, de région. De région. Ah bah oui. Toute la Corse, toute entière. Toute entière, oui. Ah bah c'est vrai que la Corse du Nord et la Corse du Sud... Bah oui, puisque c'est 2 départements. Voilà. Alors, avoir un président régional communiste, ça fait pas tout, hein, il y a du travail derrière. Non, je me doute, je me doute qu'il y a du boulot. Là, puis avec 4 composantes de gauche, c'est compliqué. Surtout Giacomelli, c'est quand même pas... Oh là là. Bon, enfin, on va essayer de faire avancer des choses. Ce qui sera fait... Pourtant, lui, il rêvait de prendre la présidence de la Corse, Giacomelli. Jacob. Il est président de l'exécutif, parce que chez nous, la région, on a quand même une autonomie. Ouais. Alors, on marche, on fonctionne comme... On a un président, comme un président de la République, et comme on a un exécutif, comme des ministres chez nous, conseil des ministres, avec après les élus, quoi, à l'Assemblée de Corse. Et Dominique Bouquin est président de l'Assemblée. Mais ça fait pas tout, hein. Ben non, ça fait pas tout. Parce que vous avez des autonomistes avec qui il faut composer.
les plastiqueurs. Oh là là, on n'est pas gâtés. Ben, merci. Hein. Ben voilà, bonne lecture, merci. Tenez, quelque chose qui détonne. Et vous avez des enfants? Hein? Vous avez des enfants? Moi j'ai des enfants, oui. Oui, j'ai... Ah, dans la police, non. J'ai un fils, il est cadre supérieur, mes camarades. Oui. Dans une grosse société d'assurance, ce qui n'est pas quelque chose de facile. Ah oui. J'ai une fille qui travaille chez Leclerc, tout simplement, dans les rayons de parfumerie, elle est chef de rayon. Et une autre fille qui est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ah. C'est pas Navarro. Ouais. C'est pas Navarro? Pas du tout. Pas Avec Navarro, ça fait dormir. Non. Vous allez faire des policiers? Non, j'avais envie de dire comment on pouvait militer dans la police à visage découvert quand on a le courage de ses opinions et non pas se cacher derrière la carotte pour faire avancer une profession. Est-ce qu'il y a beaucoup de communistes dans la police? Oh, malheureusement non. Et ceux qui se déclarent, ils sont persécutés. Ah oui. Donc il faut se cacher. Se cacher, pour beaucoup, oui, s'ils veulent faire carrière, il faut qu'ils se cachent. Et moi, en me déclarant, je savais que je ne ferais pas carrière. Je ferais une carrière plate, c'est-à-dire je resterai en bas de l'échelle. Mais peut-être que vous ne vouliez pas monter en grade parce que ça vous dégoûtait. C'est pas que j'aurais pas pris un galon supérieur, mais je ne serais jamais monté dans la hiérarchie très haute parce que il y a des choses que j'aurais pas pu accepter de faire. Et voilà. Parce que la France des droits de l'homme, dans la police, parfois les droits de l'homme, ils sont foulés aux pieds. Hein. Voilà. Et le droit de l'individu, le respect même de l'homme en tant qu'individu, en tant que personne, c'est quelque chose qui parfois est bafoué. Et maintenant, les jeunes policiers? Ça fait 12 ans que je suis parti à la retraite, je ne sais pas trop, mais juste avant de partir, les jeunes qui arrivaient ont formé encore des cow-boys. Hein. Voilà. Des gens à qui on leur dit qu'ils ont l'autorité, et c'est vrai qu'on flatte le côté bas de l'individu. À partir du moment où on lui donne une parcelle d'autorité, il en prend, il prend tout. Hein. Et il se croit investi d'une mission qu'il n'a pas en fait. Mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Hein. Il y a plein d'affaires comme ça qu'on pourrait raconter. Le seul espoir pour que ça change vraiment dans la police, il faudrait d'abord changer de gouvernement, ça c'est une évidence. Il faudrait définir une orientation nouvelle du policier, son rôle, son utilisation. Dans tous les pays du monde, il y a des forces de police, c'est une certitude. Mais le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette police, à quoi elle sert, son rôle dans la société, l'intégrer à la nation et non pas le couper de la nation comme on le fait actuellement. On met les policiers d'un côté et le peuple de l'autre. Voilà, c'est tellement facile pour gouverner ou pour défendre les intérêts du grand capital que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc qui sert le capital et pas les citoyens. Il faut complètement renverser le système de fonctionnement du pouvoir politique pour qu'on puisse intégrer la police à la nation, c'est-à-dire pas la couper comme on la coupe actuellement. Donc il n'y a pas que les enfants de banlieue qu'il faut intégrer la police aussi. Et pourquoi pas? Oui. Moi j'étais un enfant de banlieue, j'habitais au Aubervilliers. Alors j'étais un enfant de banlieue et j'ai quand même intégré la police. Communiste, j'étais avant communiste, je suis resté, communiste, je suis parti. On ne m'a pas retourné. Parce que j'avais une conscience ouvrière que j'ai conservée d'un bout à l'autre, y compris dans la